Ton cerveau invente des problèmes, pas occasionnellement, mais souvent. Il transforme un silence en menace immédiate, un retard en catastrophe totale, une pensée vague en drame absolu qui te consume. Tu vis ces inventions comme des faits indiscutables. Tu les ressens dans ton corps. Elles te rongent sans relâche. Elles te paralysent pendant des heures. Elles décident à ta place ce que tu ressens, ce que tu fais et comment tu vis. Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau fabrique 80% de tes problèmes. Il les crée, les grossit, les répète, et tu les subis comme s'ils étaient réels. Tu perds ton énergie, ton sommeil, ta clarté mentale, à cause de choses qui n'existent que dans ta tête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Tu vas démonter ce mécanisme. Et pour cela, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas aussi à laisser un j'aime et à t'abonner. 1. Ton cerveau est un détecteur de menaces. Ton cerveau fonctionne comme un système d'alerte permanent. Bien avant que tu réfléchisses, il scanne ton environnement à la recherche du moindre danger potentiel. Il analyse chaque détail, chaque silence, chaque variation autour de toi. Ce mécanisme vient de loin, ancré dans la survie. Un simple retard de réponse suffit à déclencher une inquiétude. Un ton légèrement différent peut être perçu comme une hostilité. Rien de tangible ne change. Pourtant, une tension naît immédiatement. Ce basculement ne vient pas du monde extérieur, mais du filtre que ton cerveau impose avant même toute réflexion consciente. Épictète exprimait cette réalité avec précision. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Avant que tu interprètes volontairement une situation, ton esprit a déjà classé un élément comme suspect. Ce classement rapide ne repose pas sur des faits solides, mais sur des associations anciennes, souvent exagérées. Ce mécanisme privilégie toujours la prudence. Il amplifie le négatif, grossit les incertitudes, anticipe des conséquences défavorables. Dans sa logique, il vaut mieux surévaluer un risque que passer à côté. Pourtant, cette stratégie crée un déséquilibre. Tu finis par réagir à des hypothèses, non à des réalités. Tu te défends contre des scénarios qui n'existent que dans ton imagination. Sénèque allait encore plus loin en affirmant que « nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette phrase résume parfaitement l'effet de cette vigilance excessive. Le danger n'est plus extérieur, il devient intérieur. Tu portes en toi une source constante d'alerte, prête à s'activer à la moindre ambiguïté. Marc Aurèle, quant à lui, insistait sur une discipline essentielle, observer ses pensées sans leur accorder une confiance immédiate. Dans son journal intime, il rappelle que l'esprit peut transformer une perception neutre en trouble, simplement en ajoutant un jugement. Autrement dit, ce que tu ressens au départ n'est qu'une impression brute. Le problème naît lorsque tu l'acceptes sans examen. Comprends bien la subtilité. Tu ne contrôles pas l'apparition du signal initial. Cette alerte surgit automatiquement. En revanche, tu gardes la capacité de ne pas y adhérer. C'est à cet instant précis que se joue ta liberté intérieure. Lorsque tu ressens une crispation, une inquiétude ou une irritation soudaine, ne te laisse pas emporter. Suspends ton jugement. Regarde la situation telle qu'elle est, sans ajouter d'interprétation. Ce décalage, même bref, suffit à désactiver une grande partie de la réaction automatique. Tu ne supprimes pas le mécanisme. Tu apprends à ne plus lui obéir aveuglément. Peu à peu, ce qui semblait menaçant perd de son intensité. Tu cesses de vivre dans l'anticipation constante et tu retrouves une perception plus juste, plus stable, plus lucide. 2. L'exagération inconsciente des dangers. Une fois que ton cerveau détecte un danger réel ou imaginé, il a tendance à amplifier instantanément la menace. Ce n'est pas un choix conscient, mais un automatisme profondément enraciné. Il transforme une difficulté passagère en crise imminente, un retard en rejet définitif, un désaccord en conflit irrémédiable. Cette exagération est un mécanisme de survie. Mieux vaut prévoir le pire et se préparer que rester vulnérable. Pourtant, dans le monde moderne, où la plupart des risques sont symboliques ou sociaux, cette amplification produit plus de souffrance que de protection. Épictète enseignait que les événements extérieurs ne sont ni bons ni mauvais. La souffrance naît de l'évaluation que l'on en fait. Ton esprit transforme une situation neutre en problème, puis te convainc que la conséquence sera catastrophique. La peur naît souvent d'une construction mentale, non d'une réalité tangible. L'exagération inconsciente fonctionne selon plusieurs couches. D'une part, elle distorde la temporalité. Ton cerveau anticipe des conséquences lointaines comme si elles étaient immédiates. D'autre part, elle élargit l'impact. Un petit incident est perçu comme touchant plusieurs aspects de ta vie. Enfin, elle personnalise les événements. Tout devient une attaque contre toi, même lorsque tu n'es qu'un spectateur. Cette combinaison crée un stress constant, un état d'hypervigilance où chaque détail devient significatif. Sénèque insistait sur le danger de ces scénarios inventés.
Nous nous faisons plus de mal à nous-mêmes que le monde ne pourrait jamais nous en faire. Il soulignait que notre esprit est capable de grossir infiniment ce qui, autrement, resterait insignifiant. Pour reprendre le contrôle, observe cette exagération. Chaque fois que ton émotion monte soudainement, demande-toi, est-ce réel ou mon esprit amplifie le problème? Ce simple questionnement freine le mécanisme automatique. Tu commences à discerner la différence entre danger réel et danger imaginé. Marc Aurèle encourageait à séparer la perception de la réalité. Il rappelle de considérer les événements tels qu'ils sont, non tels que ton esprit les dramatise. Cette discipline mentale, répétée quotidiennement, réduit l'emprise de l'exagération et permet de conserver calme et lucidité, même face à des situations initialement stressantes. L'exagération inconsciente des dangers n'est donc pas un ennemi à éradiquer, mais un réflexe à reconnaître et à dominer. En observant cette tendance, tu transformes un piège automatique en outil de discernement. Progressivement, tu réapprends à évaluer la réalité sans l'embellir de peurs inutiles, retrouvant ainsi une tranquillité que ton esprit amplificateur cherchait à t'ôter. 3. La projection mentale et l'anticipation des pires scénarios. Ton cerveau ne se contente pas de détecter et d'exagérer les menaces. Il se projette dans l'avenir et imagine des conséquences catastrophiques. Ce mécanisme s'appelle la projection mentale. En quelques fractions de secondes, ton esprit crée des scénarios détaillés où tout ce qui peut mal tourner, tourne effectivement mal. Un simple désaccord avec un collègue devient une rupture définitive de relation. Une erreur mineure se transforme en échec irréversible. Tout est amplifié, coloré par la peur et la culpabilité, alors que la réalité n'a pas encore livré de verdict. Cette anticipation des pires scénarios repose sur une illusion de contrôle. Tu crois que prévoir tous les risques te protège, mais en réalité, tu t'enchaînes à des situations imaginaires, te privant de concentration et de sérénité. Chaque pensée projetée alimente l'anxiété, car ton esprit agit comme un peintre macabre. Il insiste sur les détails les plus sombres, ignorant des probabilités réelles. La projection mentale a aussi un effet sur tes décisions. Craignant l'échec ou le rejet, tu recules, tu procrastines, ou tu choisis des options plus sûres mais moins épanouissantes. L'esprit invente un futur dangereux, et tu vis déjà dans ce futur sans que rien ne se soit produit. C'est un cercle vicieux. Plus tu imagines de catastrophes, plus tu ressens de peur, plus tu restreins tes actions, et plus la vie te semble incertaine. Pour casser ce mécanisme, commence par observer tes projections. Note-les mentalement. Ceci est un scénario, pas la réalité. Remplace l'anticipation dramatique par des scénarios réalistes, basés sur des probabilités et des faits concrets. L'exercice ne consiste pas à nier le danger, mais à le replacer dans son contexte réel. Avec le temps, tu développes une distance critique. Les scénarios catastrophes cessent d'empoisonner ton présent, et ton esprit cesse de diriger tes émotions vers des événements qui n'existent que dans ton imagination. La projection mentale devient alors un outil d'analyse plutôt qu'une source d'angoisse, et tu retrouves une liberté intérieure que l'automaticité de ton cerveau avait temporairement confisquée. Avec le temps, tu développes une distance critique. Les scénarios catastrophes cessent d'empoisonner ton présent, et ton esprit cesse de diriger tes émotions vers des événements qui n'existent que dans ton imagination. La projection mentale devient alors un outil d'analyse plutôt qu'une source d'angoisse, et tu retrouves une liberté intérieure que l'automaticité de ton cerveau avait temporairement confisquée. 4. L'identification aux pensées. Le mécanisme le plus subtil n'est pas la peur, ni même l'anticipation. C'est le moment où tu commences à croire que tes pensées sont la réalité. Tu ne les observes plus, tu t'y identifies. Dès lors, ce que ton esprit produit devient une vérité incontestable. Une idée surgit, on ne me respecte pas. Immédiatement, ton comportement change, ton ton se durcit, ton regard devient méfiant, tes réactions se chargent de tension. Pourtant, rien ne prouve objectivement cette conclusion. Mais comme tu t'es identifié à cette pensée, elle dirige ton attitude. C'est là que le piège se referme. Ton cerveau génère en permanence des interprétations, souvent biaisées, incomplètes ou exagérées. Tant que tu gardes une distance, ces pensées restent de simples hypothèses. Dès que tu les acceptes sans recul, elles deviennent des filtres à travers lesquels tu perçois tout le reste. Marc Aurèle rappelait une discipline fondamentale, considérer chaque pensée comme une impression, non comme un fait. Il insistait sur la nécessité de dire intérieurement « ce n'est qu'une représentation, pas la chose elle-même ». Cette séparation change tout. Elle empêche ton esprit de transformer une idée en réalité absolue. L'identification aux pensées crée une confusion profonde. Tu ne distingues plus ce qui est vécu de ce qui est interprété. Une émotion devient une preuve. Une peur devient une certitude. Tu construis alors un monde cohérent, mais faux. Ce mécanisme explique pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation,
et en tirer des conclusions totalement opposées. Ce ne sont pas les faits qui diffèrent, mais l'adhésion aux pensées produites. Pour reprendre le contrôle, adopte une posture simple, observe sans fusionner. Quand une pensée apparaît, nomme-la mentalement. C'est une interprétation, c'est une supposition, c'est une peur. Ce geste crée une distance immédiate. Tu cesses d'être emporté, tu redeviens lucide. Tu ne peux pas empêcher ton esprit de produire des pensées. En revanche, tu peux refuser de t'y soumettre. Et c'est précisément là que se construit ta liberté intérieure. 5. La répétition mentale est l'ancrage du faux problème. Une pensée isolée a peu de pouvoir, mais répétée, elle s'enracine. Ton cerveau possède une tendance naturelle à rejouer en boucle ce qui l'a marqué, surtout lorsque cela contient une charge émotionnelle. Ce mécanisme transforme une simple idée en conviction solide. Au départ, il y a une impression légère, un doute, une gêne, une interprétation rapide. Puis ton esprit y revient, encore et encore. À chaque passage, la pensée gagne en intensité, en précision, en crédibilité. Ce qui n'était qu'une hypothèse devient progressivement une évidence. Tu ne questionnes plus, tu confirmes. Ce processus s'appuie sur un biais simple. Plus une idée est familière, plus elle semble vraie. Ton cerveau ne distingue pas clairement entre répétition et véracité. Il renforce ce qu'il revoit souvent, même si c'est faux. Ainsi, un problème imaginaire finit par s'imposer comme une réalité incontestable. Sénèque mettait en garde contre cette dérive intérieure. Il observait que l'esprit, livré à lui-même, entretient ses propres inquiétudes jusqu'à les rendre envahissantes. Ce n'est plus l'événement initial qui trouble, mais la rumination qui le prolonge et l'amplifie. La répétition mentale agit comme un marteau silencieux. Chaque pensée répétée enfonce un peu plus le même clou. Tu revis la scène, tu ajustes les détails, tu renforces l'émotion associée. Résultat, ton corps réagit comme si la situation se produisait encore, alors qu'elle n'existe plus. C'est ainsi que naît l'épuisement mental, non pas à cause de la réalité, mais à cause de sa reproduction constante dans ton esprit. Pour casser ce cycle, tu dois interrompre la répétition. Pas en luttant frontalement, mais en redirigeant ton attention. Dès que tu identifies une boucle, change volontairement de focus. Une action concrète, une tâche physique, ou même ta respiration. L'objectif n'est pas d'éliminer la pensée, mais de l'empêcher de s'installer. Avec le temps, ce que tu nourris s'affaiblit. Ce que tu ignores perd de sa force. Le faux problème, privé de répétition, cesse d'exister. Tu retrouves alors un esprit plus stable, moins envahi, capable de revenir au réel sans être parasité par des échos du passé. 6. La confusion entre inconfort et danger. Ton cerveau ne distingue pas clairement deux choses pourtant très différentes. Ce qui est désagréable et ce qui est réellement dangereux. Cette confusion crée une grande partie de tes blocages. Une situation inconfortable comme parler en public, affronter un refus, exprimer une opinion, déclenche la même alerte interne qu'une menace réelle. Résultat, tu évites. Ton esprit interprète la gêne comme un signal d'alarme. Ton corps réagit en conséquence. Tension, hésitation, repli. Pourtant, rien ne met ta sécurité en jeu. Ce que tu ressens, ce n'est pas un danger, mais une résistance intérieure face à l'inconnu ou à l'exposition. Cette erreur de lecture a un coût élevé. À force d'éviter l'inconfort, tu rétrécis ton champ d'action. Tu refuses des opportunités, tu retiens des paroles, tu contournes des situations qui pourraient te faire évoluer. Progressivement, ta zone de confort devient une prison invisible. Épictète enseignait une distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. L'inconfort fait partie de ce que tu peux affronter. Le danger réel, lui, demande une réaction différente. Confondre les deux t'empêche d'agir avec justesse. L'inconfort possède même une valeur particulière. Il signale souvent une zone de progression. Là où tu ressens une résistance, il y a généralement un potentiel de croissance. Mais ton cerveau, programmé pour éviter toute forme de tension, te pousse à fuir au lieu d'explorer. Tu dois donc rééduquer ta perception. Lorsque tu ressens une gêne, pose-toi une question simple. Est-ce que ma sécurité est réellement menacée ou est-ce seulement inconfortable? Cette distinction change ton comportement. Tu ne réagis plus de manière automatique. Tu choisis consciemment d'avancer malgré la sensation désagréable. Avec la répétition, ton esprit s'adapte. Ce qui semblait difficile devient familier. Ce qui déclenchait une alerte perd de son intensité. Tu développes une tolérance à l'inconfort, et cette tolérance devient une force. Tu ne cherches plus à éviter ce qui dérange. Tu l'utilises comme un indicateur, et à partir de là, ton cerveau cesse progressivement de transformer chaque difficulté en menace. 7. La création d'une identité basée sur le problème. Au départ, il n'y a qu'une pensée, puis une réaction, puis une répétition.
Mais à force de revivre les mêmes schémas, quelque chose de plus profond s'installe. Tu commences à te définir à travers tes problèmes. Tu ne dis plus « je traverse une difficulté ». Tu penses « je suis quelqu'un d'anxieux ». Tu ne fais plus face à une situation ponctuelle. Tu construis une identité autour de cette situation. C'est là que le mécanisme atteint son niveau le plus puissant. Ton cerveau cherche de la cohérence. Une fois qu'il a créé une image de toi-même, il va filtrer la réalité pour la confirmer. Si tu te perçois comme quelqu'un de stressé, tu remarqueras davantage ce qui te stresse. Si tu te vois comme fragile, tu interpréteras chaque défi comme une preuve de faiblesse. Tu ne vis plus les événements librement. Tu les fais entrer dans une histoire déjà écrite. Marc Aurèle insistait sur un point essentiel. Tu n'es pas ce que tu penses, mais ce que tu choisis de valider. Autrement dit, ton identité n'est pas figée. Elle se construit à partir des jugements que tu acceptes ou refuses. Le danger de cette identification, c'est qu'elle devient auto-renforçante. Plus tu crois être d'une certaine manière, plus tu agis en conséquence. Et plus tu agis ainsi, plus cette image semble vraie. Un cercle se forme, difficile à briser. Pourtant, ce que tu appelles toi n'est souvent qu'un ensemble d'habitudes mentales répétées. Pour sortir de ce piège, commence par dissocier ton identité de tes états internes. Une émotion ne te définit pas, une pensée ne te décrit pas, une difficulté ne te résume pas. Remplace « je suis comme ça » par « je ressens cela en ce moment ». Ce simple ajustement change la structure même de ta perception. Tu passes d'une identité figée à une expérience temporaire. Tu redeviens mobile, adaptable, libre. Tant que tu t'identifies à tes problèmes, tu les renforces. Dès que tu prends de la distance, ils perdent leur emprise. Et ce que tu pensais être ta nature révèle enfin ce que c'est réellement. Une construction mentale, modifiable à tout instant. Et 8. L'anticipation émotionnelle. Ton esprit possède une capacité particulière. Il simule des situations futures avec une précision telle que ton corps réagit comme si elles étaient présentes. Cette simulation ne reste pas abstraite. Elle déclenche des sensations physiques réelles, sans qu'aucun fait extérieur ne les justifie. Tu imagines une scène, prise de parole, confrontation, incertitude. Sans attendre, ton rythme cardiaque change, tes muscles se crispent, ton attention se rétrécit. Rien ne se déroule encore, mais ton organisme s'ajuste déjà à une situation fictive. Ce phénomène ne repose pas sur la peur brute, mais sur une projection incarnée. Ton cerveau ne se contente pas de penser, il fait vivre l'expérience en avance. Il mobilise ton énergie, prépare une réaction, consomme des ressources pour un événement qui n'existe pas encore. Sénèque évoquait cette dérive en soulignant que l'esprit traverse des épreuves qu'il a lui-même fabriquées. Ce n'est plus une simple anticipation intellectuelle, mais une immersion complète dans une réalité fictive. L'impact devient concret. Ton corps s'épuise, ta concentration diminue, ta lucidité se brouille. Tu arrives face à une situation réelle déjà chargée, comme si tu l'avais traversée plusieurs fois. Cette préparation excessive crée souvent l'effet inverse de celui recherché. Perte de clarté, gestes hésitants, décisions moins précises. Ce mécanisme repose sur une erreur subtile. Ton esprit agit comme si ressentir à l'avance améliorait ta capacité d'action. En réalité, il surcharge ton système et réduit ta disponibilité au moment où tu en as besoin. Pour t'en libérer, change d'approche. Ne combat pas la projection, mais coupe son prolongement physique. Lorsque tu sens une réaction monter, stabilise ton corps, ralentis ta respiration, relâche les tensions, ancre-toi dans une perception sensorielle immédiate. Ensuite, reviens à une logique simple. Une situation n'existe que lorsqu'elle est en train de se produire. Tant qu'elle reste hypothétique, elle ne mérite aucune mobilisation émotionnelle. Avec cette discipline, tu cesses d'investir ton énergie dans des expériences fictives. Tu conserves tes ressources pour l'instant où elles seront réellement nécessaires. Et progressivement, ton esprit apprend à distinguer ce qui doit être vécu de ce qui doit simplement être envisagé sans s'y plonger. 9. La validation interne, sans preuve. Ton cerveau ne se contente pas de produire des pensées. Il les valide, sans exiger de preuves. Dès qu'une idée apparaît et qu'elle semble cohérente, elle est acceptée comme vraie. Ce processus est rapide, silencieux et rarement remis en question. Une interprétation naît. Il m'ignore. Aucune vérification, aucun recul. Pourtant, ton esprit agit comme si cette conclusion était confirmée. Tu ajustes ton comportement, ton ton, tes décisions, sur une base incertaine. Ce mécanisme repose sur un besoin de certitude. Ton cerveau préfère une explication imparfaite à une absence d'explication. Il comble les vides, relie des éléments, construit un sens, et une fois ce sens établi, il cesse de chercher. Épictète invitait justement à suspendre ce réflexe. Pour lui, la première discipline consiste à examiner chaque impression avant de lui donner ton assentiment. Autrement dit,
Ne valide pas automatiquement ce que ton esprit propose. Le problème, c'est que cette validation interne se fait sans confrontation au réel. Tu ne distingues plus ce que tu sais de ce que tu supposes. Une hypothèse devient un fait. Une impression devient une certitude. Ce glissement influence directement ta perception. Tu ne regardes plus la réalité telle qu'elle est, mais telle que tu l'as déjà interprétée. Tu sélectionnes les éléments qui confirment ta pensée. Tu ignores ceux qui la contredisent. Progressivement, tu construis un monde cohérent, mais biaisé. Pour casser ce mécanisme, introduis un réflexe simple. Demande des preuves. Face à une pensée, pose-toi immédiatement. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui pourrait montrer que c'est faux? Ces questions créent une friction. Elles empêchent la validation automatique. Elles t'obligent à revenir aux faits, à distinguer observation et interprétation. Tu ne rejettes pas tes pensées, tu les soumets à examen. Avec le temps, cette discipline affine ta perception. Tu deviens plus précis, moins réactif, plus stable. Ton esprit cesse d'imposer des vérités rapides. Et tu retrouves une capacité rare, voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer pour combler un besoin de certitude. 10. L'économie mentale. Le cerveau choisit la facilité, pas la vérité. Ton cerveau ne cherche pas à comprendre parfaitement la réalité. Il cherche à économiser de l'énergie. Pour aller vite, il simplifie, raccourcit, généralise. Il préfère une conclusion rapide à une analyse précise. Face à une situation ambiguë, il ne prend pas le temps d'examiner toutes les possibilités. Il choisit l'interprétation la plus accessible, souvent basée sur des expériences passées ou des réflexes automatiques. Ce raccourci mental donne une impression de clarté, mais il déforme la réalité. Un silence devient du mépris. Une erreur devient une incapacité. Un obstacle devient une impasse. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des conclusions rapides, construites pour éviter l'effort de réflexion. Ce mécanisme fonctionne comme un mode pilotage automatique. Il te permet de réagir vite, mais au prix de la précision. Et plus tu l'utilises, plus il devient dominant. Tu ne questionnes plus, tu interprètes instantanément. Marc Aurèle insistait sur la nécessité de ralentir ce processus. Pour lui, la clarté vient d'un regard discipliné, capable de décomposer une situation sans se précipiter vers un jugement. Il recommandait de voir les choses telles qu'elles sont, sans ajouter d'interprétation inutile. L'économie mentale crée une illusion de compréhension. Tu crois saisir une situation, alors que tu n'as fait qu'en prendre une version simplifiée. Cette approximation peut sembler suffisante dans l'instant, mais elle entraîne des réactions inadaptées. Pour corriger cela, impose une pause volontaire. Face à une conclusion rapide, demande-toi, est-ce que je sais vraiment ou est-ce que je suppose? Ensuite, explore au moins une autre interprétation possible. Pas pour compliquer, mais pour élargir ta perception. Ce simple effort casse le raccourci automatique. Tu ne laisses plus ton cerveau choisir la facilité. Tu choisis la lucidité. Et cette lucidité change tout. Tes réactions deviennent plus justes, tes décisions plus solides, et ta perception beaucoup plus proche du réel. 11. Le besoin de cohérence, ton cerveau refuse d'avoir tort. Ton esprit ne cherche pas seulement à comprendre. Il cherche à rester cohérent avec ce qu'il a déjà décidé. Une fois qu'une interprétation est posée, tout ton système interne travaille pour la maintenir, même si elle est fragile. Tu tires une conclusion rapide. Cette personne me manque de respect. À partir de là, ton attention se réorganise. Tu remarques les signes qui confirment cette idée, tu ignores ceux qui la contredisent. Chaque détail devient une preuve. Ton cerveau construit une continuité logique, même à partir d'éléments incomplets. Ce mécanisme donne une sensation de stabilité. Avoir raison rassure. Reconnaître une erreur, en revanche, crée une tension interne. Ton esprit préfère donc défendre une mauvaise interprétation plutôt que la corriger. Épictète insistait sur une discipline rare, accepter de suspendre son jugement même après avoir formé une opinion. Pour lui, la véritable maîtrise ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à rester ouvert à la révision. Le besoin de cohérence agit comme une prison invisible. Plus tu t'attaches à une idée, plus tu la renforces. Et plus tu la renforces, plus il devient difficile de t'en détacher. Tu ne cherches plus à voir juste, tu cherches à confirmer. Ce mécanisme influence directement tes relations, tes décisions, ta perception du monde. Une mauvaise lecture initiale peut se transformer en conviction durable, simplement parce que tu refuses inconsciemment de la remettre en question. Pour t'en libérer, adopte une posture simple. Autorise-toi à avoir tort. Face à une situation, pose-toi. Et si mon interprétation était incomplète? Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Ces questions fissurent la rigidité mentale. Elles introduisent du mouvement là où ton esprit cherchait à figer une version des faits. Tu ne perds pas en stabilité, tu gagnes en justesse. En relâchant ce besoin de cohérence absolue, tu redeviens capable d'ajuster ta perception en fonction du réel et non en fonction de ce que tu veux défendre. Et c'est précisément dans cette flexibilité que se construit une véritable clarté intérieure. 12.
La focalisation sur le négatif, le biais de l'ombre. Ton cerveau possède un mécanisme ancien. Il accorde plus de poids aux événements négatifs qu'aux positifs. Ce biais de négativité est hérité de la survie. Nos ancêtres qui se souvenaient davantage des dangers avaient plus de chances de survivre. Aujourd'hui, ce réflexe persiste, mais il se retourne contre toi. Une critique mineure te marque plus qu'un compliment équivalent. Une erreur ponctuelle occupe ton esprit plus longtemps qu'un succès répété. Ton attention se concentre sur ce qui déplaît, ce qui inquiète, ce qui pourrait mal tourner. Même les événements neutres sont souvent interprétés comme menaçants ou problématiques. Le danger de cette focalisation est subtil. Elle façonne ta perception sans que tu t'en rendes compte. Tu as l'impression d'un monde plus dur qu'il n'est réellement, parce que ton esprit met en avant les ombres et néglige la lumière. Cette tendance influence tes émotions et tes actions. Elle nourrit l'anxiété, la méfiance et la rumination. Elle amplifie les problèmes imaginaires et renforce le sentiment d'être dépassé. Ce que tu observes n'est pas une réalité objective, mais une sélection biaisée par ton cerveau. Pour reprendre le contrôle, développe un contrepoids actif. Note consciemment les éléments positifs ou neutres. Interroge-toi systématiquement. Qu'est-ce qui va bien dans cette situation? Qu'est-ce qui est neutre et que je n'ai pas considéré? Ce simple effort crée un équilibre. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de donner à chaque élément sa juste place. Avec le temps, ton esprit cesse de grossir systématiquement les ombres et apprend à percevoir la réalité dans toute sa nuance. Tu commences alors à réagir à ce qui est réellement significatif, au lieu de te laisser dominer par des signaux automatiques et déformés. Ton attention devient précise, tes émotions plus stables et tes choix plus éclairés. Après avoir exploré ces mécanismes, une réalité s'impose. Ton cerveau crée des problèmes qui n'existent pas, amplifie ce qui est mineur, projette des catastrophes et te fait souffrir en avance. Mais cette machinerie n'est pas invincible. La clé réside dans la conscience et la discipline mentale, principe cher aux stoïciens. Première étape, observer sans fusionner. Dès qu'une pensée surgit, identifie-la pour ce qu'elle est, une interprétation, pas une vérité. Nommer mentalement ce processus te permet de prendre du recul et de ne pas t'y identifier. Tu cesses d'être esclave de tes impressions et de tes anticipations. Deuxième étape, questionner tes croyances. Demande-toi systématiquement, est-ce réel ou imaginé? Quelles preuves ai-je? Ce simple examen empêche la validation automatique et réduit l'emprise des scénarios catastrophiques. Troisième étape, rééduquer ton rapport à l'inconfort. Ressentir de la gêne ou de la peur n'implique pas un danger réel. En confrontant volontairement des situations légèrement désagréables, tu entraînes ton esprit à distinguer l'inconfort du péril. Chaque expérience renforce la confiance et érode les projections inutiles. Quatrième étape, briser la répétition mentale. Lorsque tu identifies une boucle de rumination, redirige ton attention vers le présent, une action concrète ou ta respiration. Privé de répétition, la pensée perd de sa force et cesse d'ancrer un faux problème. Enfin, adopte une posture stoïcienne. Accepter ce qui dépend de toi et relativiser ce qui ne dépend pas de toi. Chaque événement devient un simple fait à traiter avec discernement, et non une menace automatique. Avec cette approche, ton esprit cesse de t'inventer des catastrophes et retrouve clarté, calme et lucidité. En résumé, tu ne peux pas arrêter ton cerveau de générer des scénarios, mais tu peux choisir comment y répondre. Observer, questionner, confronter, interrompre et relativiser. Voilà la méthode pour transformer l'automaticité en maîtrise consciente. Avec de la pratique, le tumulte mental se calme et la vie reprend sa place, telle qu'elle est, sans être déformée par des illusions créées par ton esprit.